Sur les champs de bataille de l'est de l'Ukraine, les forces russes doivent faire face à une nouvelle menace mortelle. Cette menace n'a pas besoin de nourriture, d'eau ou même d'oxygène, ne saigne pas lorsqu'elle est touchée, ne dort pas et ne peut pas être intimidée ou effrayée. Et cette menace grandit en nombre chaque jour. La menace, c'est l'armée de robots de l'Ukraine, et elle traque sans relâche les soldats russes. Alors que la 4e année de la guerre en Ukraine touche à sa fin, les systèmes militaires sans pilote de l'Ukraine sèment la mort et la destruction parmi les forces russes depuis les airs et la mer. Mais désormais, sur les champs de bataille brûlés de l'est de l'Ukraine, les véhicules terrestres sans pilote, ou UGV, deviennent une composante de plus en plus importante et influente des opérations militaires ukrainiennes. Voici donc comment l'Ukraine intègre les UGV dans son armée, et pourquoi cela fait une différence décisive en Ukraine, et probablement bien au-delà. Les commandants militaires ont longtemps rêvé d'avoir une armée sans pilote à leur disposition. Les avantages parlent d'eux-mêmes. Les systèmes sans pilote sont une solution idéale chaque fois que certaines opérations rendent l'utilisation d'opérateurs humains trop contraignantes, dangereuses, coûteuses ou impossibles. Des tâches comme la livraison de munitions et de ravitaillement aux positions de première ligne sous de lourds tirs, l'évacuation des morts et des blessés, la reconnaissance et la pose de mines ont toujours été extrêmement dangereuses pour les humains. Et cela est particulièrement vrai sur les champs de bataille de l'est de l'Ukraine, où l'omniprésence des drones kamikazes survolant la zone rend tout mouvement potentiellement mortel. Pour l'Ukraine, les véhicules terrestres sans pilote offrent aussi une solution abordable pour combler les lacunes sur le front dues à une grave pénurie d'effectifs. Comme l'a résumé sans détour le titre d'un récent article du New York Times, l'Ukraine ne peut pas défendre l'ensemble du front. La Russie trouve les failles. Les véhicules terrestres sans pilote permettent à l'Ukraine de combler les brèches et de causer de nouveaux problèmes à l'armée russe. En plus de l'utilisation massive des UAV, véhicules aériens sans pilote, et des UUV, véhicules sous-marins sans pilote, la Russie comme l'Ukraine expérimente les UGV, véhicules terrestres sans pilote, depuis les premiers stades de la guerre. Mais en Ukraine, leur utilisation s'est vraiment accélérée après la création des forces des systèmes sans pilote, ou USF, en février 2024. Les USF constituent la première branche militaire au monde dédiée exclusivement aux systèmes sans pilote, couvrant les domaines aériens, terrestres et maritimes. Selon leur site web, rien qu'en janvier 2026, les USF ont été responsables de frapper 27 762 cibles, d'en détruire 10 216, de tuer 4 885 soldats russes et d'en blesser 4 496 autres. La plupart de ces destructions proviennent de drones aériens, mais les véhicules terrestres sans pilote jouent un rôle croissant à mesure que leur usage se diversifie et s'intensifie. Au départ, l'Ukraine utilisait principalement les véhicules terrestres sans pilote pour la logistique et les évacuations médicales, accumulant environ 15 000 systèmes UGV de différents types à la fin de 2025. Ces systèmes prennent désormais en charge un pourcentage croissant des besoins logistiques de l'Ukraine sur la ligne de front. Selon Yuri Poritsky, PDG de DevDroid, une entreprise ukrainienne qui développe des véhicules terrestres sans pilote et des modules de combat, tout comme pour les drones kamikazes, le scepticisme initial envers les UGV a laissé place à des appels du type « Moi aussi, j'en veux un ». Au départ, les véhicules terrestres sans pilote faisaient l'objet de moqueries chez les soldats ukrainiens, car ces robots, lents, étaient constamment dépassés par les pick-up. Mais cela, c'était avant que la division d'élite des drones russes, Rubicon, n'entre en scène, ciblant en particulier la flotte de pick-up que l'Ukraine utilise couramment pour acheminer des fournitures vers le front. Alors que les véhicules terrestres sans pilote passaient lentement devant des carcasses de pick-up calcinées pour livrer des fournitures, les mentalités ont évolué. Comme le dit Poritsky, tout le monde veut désormais un véhicule terrestre sans pilote. Plus personne ne veut transporter des munitions dans un pick-up, cible potentielle des drones FPV. Aujourd'hui, l'Ukraine utilise divers véhicules terrestres sans pilote pour la logistique. Le Termite, par exemple, est un véhicule terrestre sans pilote à chenilles, avec un nœud silhouette basse pour une mobilité tout-terrain. Il peut transporter des charges allant jusqu'à 200 kg, dispose d'une autonomie de 12 heures, ou 80 km, et il est résistant au brouillage, un facteur crucial sur les lignes de front saturées de guerre électronique. Le Muraka est l'un des principaux véhicules terrestres sans pilote à chenilles d'Ukraine, pour sa capacité de charge et sa résilience sur le champ de bataille. Selon les rapports,
Il transporte plus de 500 kg sur des dizaines de kilomètres, même dans des zones minées exposées à l'artillerie, et possède une communication multicanale résistante au brouillage. Encore plus grand et plus robuste, il y a le Protector. Conçu comme une bête de somme logistique de première ligne, il peut transporter jusqu'à 1200 kg de matériel lourd, comme des munitions, des systèmes de mortier et des matériaux de construction. Avec un moteur diesel et un châssis à roues 4x4, il peut franchir de l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur et se déplacer à une vitesse allant jusqu'à 65 km/h. Comme nous le verrons plus tard, il peut aussi disposer d'une grande puissance de feu. Des analyses approfondies sur les technologies militaires innovantes, comme les UGV ukrainiens, c'est ce que nous faisons de mieux à The Military Show. Si vous voulez rester informé de ce qui se passe et pourquoi dans les affaires militaires, cliquez sur le bouton d'abonnement. Vous ne le regretterez pas. Et en parlant des UGV ukrainiens, en plus de ces systèmes produits localement, l'Ukraine dispose également d'UGV en service fournis par des nations partenaires. L'Estonie, par exemple, a fourni au moins 150 systèmes UGV Themis produits par Milrem Robotics et livrés avec l'aide d'un financement néerlandais. La charge utile varie selon la configuration, avec un maximum d'environ 750 kg. Tant le thermite que le Themis sont également utilisés pour les évacuations médicales, aux côtés d'UGV plus spécialisés pour cette tâche. Cela inclut le MOL, développé par le 1er bataillon médical indépendant pour l'évacuation blindée à grande vitesse sous le feu. Capable d'atteindre jusqu'à 70 km/h, il aurait réussi à évacuer des soldats blessés malgré des explosions de mines et des attaques de drones. Ces systèmes UGV et d'autres ont indéniablement fait une différence en sauvant des vies sur le champ de bataille. D'une part, ils permettent aux soldats de rester dans le combat, même au cœur des zones de danger, en les approvisionnant en fournitures essentielles et en aidant à évacuer les blessés vers les soins nécessaires rapidement. D'autre part, ils réduisent le risque pour les humains qui auraient dû accomplir ces tâches en l'absence de robots. Mais la véritable innovation et la plus grande valeur pour l'Ukraine résidant dans l'utilisation croissante des robots terrestres pour des opérations de combat réelles, en tant que soldats robotiques, mitrailleuses, poseurs de mines terrestres et artillerie. La demande principale des troupes en première ligne est de remplacer les fantassins dans les tranchées, surtout lors des opérations les plus risquées. Prenons par exemple l'utilisation d'un lance-grenade MK-19, une arme courante chez les Ukrainiens sur la ligne de front. Tout d'abord, le lanceur doit être démonté et transporté, avec les munitions, jusqu'à la position de tir. C'est une tâche lente et dangereuse, car le groupe qui transporte le lanceur peut facilement être repéré par les drones russes et anéanti en chemin. Un robot terrestre équipé d'un MK-19 élimine ce risque, transportant tout sans effort en une seule fois et arrivant prêt à combattre. Les robots terrestres pourraient également être décisifs pour contrer les tactiques russes actuelles, qui consistent à avancer en grand nombre, mais en se divisant en petits groupes pour repérer les failles dans les défenses ukrainiennes et disperser les forces d'infanterie limitées. Imaginez Internet comme un champ de bataille, rempli d'unités ennemies, cherchant la moindre faiblesse pour s'introduire dans votre quartier général. Dans ce quartier général, vous possédez des informations secrètes et confidentielles à protéger absolument. Imaginez pouvoir brouiller toutes les pistes menant à celui-ci et le rendre invisible. Vous le feriez, non? Nous aimerions remercier notre sponsor, Surfshark, dont le VPN garde vos informations en ligne privée et protégé contre les hackers et les acteurs malveillants. Lorsque vous naviguez sur un réseau public, il est très facile d'accéder directement à vos informations, comme les numéros de carte de crédit, les données confidentielles ou les informations personnelles. Surfshark VPN empêche cela de se produire et protège, ainsi que chiffre vos données personnelles en ligne. En plus de sécuriser votre navigation, Surfshark VPN permet d'accéder à des sites et services de streaming autrement bloqués par des restrictions géographiques. Et vous n'avez besoin d'installer qu'un seul abonnement sur tous vos appareils, sans aucune limite, pour commencer à naviguer en toute sécurité dès aujourd'hui. Allez sur surfshark.com/spectacle et bénéficiez d'une garantie de 30 jours sans risque, ou utilisez le code SPECTACLE lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN, le facteur décisif pour les contrer, obligeant les forces ukrainiennes à prendre rapidement de nouvelles positions. Ces nouvelles positions nécessitent un camouflage avant de pouvoir être occupées efficacement. Mais cela prend du temps, ce qui ralentit la vitesse de réaction et expose les soldats aux attaques de drones pendant que le camouflage est installé.
Un robot terrestre armé, en revanche, peut ouvrir le feu instantanément. Et même s'il est touché, son opérateur reste indemne puisqu'il contrôle le robot à une distance relativement sûre. Mais malgré toute cette technologie, il y a un inconvénient majeur avec les robots terrestres. Le défi consiste à fabriquer des robots capables de combattre, même approximativement, à égalité avec l'infanterie. Ce défi n'est pas facile, mais les ingénieurs ukrainiens s'efforcent de le relever. C'est un travail en cours, avec des essais et des modifications en cours pour améliorer les performances, selon l'expérience du terrain. Seuls 5 des 13 fabricants ont réussi un récent test de tir réel, organisé par la 3e brigade d'assaut ukrainienne et l'Institut de l'île des Serpents. Malgré ces défis, certains modèles sont déjà engagés dans des combats actifs et donnent des résultats constants. Et grâce à une coopération directe avec l'armée, les développeurs affinent les plateformes et les équipent pour gérer de nouvelles armes. Alors, quels types d'armes sont installées sur les véhicules terrestres sans pilote et quels sont les défis liés à leur montage ? À l'heure actuelle, les armes les plus couramment utilisées sur les véhicules terrestres sans pilote sont les mitrailleuses de gros calibre. Ici, selon Poritsky, le principal défi est de préserver la conception originale de l'arme. Pour fonctionner efficacement, la plateforme doit être conçue de manière à ce que la mitrailleuse fonctionne sans aucune modification. Dans sa configuration de base, les ingénieurs utilisent comme des supports de transition pour fixer la mitrailleuse sans affecter le corps du véhicule, ce qui permet des changements rapides d'armes sur le module. La seule modification mécanique est l'ajout d'une gâchette électrique pour permettre une utilisation à distance, tandis que la tourelle de l'arme est contrôlée par des moteurs électriques et des actionneurs. Dans les configurations avancées, un logiciel spécialisé transforme une mitrailleuse ordinaire en une arme de haute précision. Les développeurs adaptent les calculs balistiques pour chaque système en fonction de la distance, du type de munition, du vent et de la vitesse angulaire de la cible. Les munitions sont suivies automatiquement, permettant aux opérateurs de connaître leur stock restant. Ce logiciel utilise également des modules basés sur l'IA qui identifient les ennemis grâce aux mouvements et aux signatures thermiques. Ces modules peuvent suivre les cibles de manière autonome, mais le tir est contrôlé par un humain pour éviter les tirs à mi. En tant que commandant de la compagnie de véhicules terrestres sans pilote NC-13 dans la 3e brigade d'assaut identifiée avec le corps, Makar a déclaré au site Ukrainska Pravda: « Nous utilisons l'intelligence artificielle dans les modules de combat et la vision par ordinateur pour soutenir la patrouille et la détection des cibles. Une fois qu'un secteur ou un angle est défini, la tourelle patrouille automatiquement. Lorsqu'elle détecte un objet en mouvement ou une signature thermique, elle commence à suivre et alerte l'opérateur. Regarde, quelqu'un arrive. » Ces fonctionnalités auxiliaires s'avèrent déjà utiles pour les opérateurs. L'IA aide également à compenser les limites des signaux peu fiables pour le contrôle des drones terrestres. Selon le commandant de l'unité combinée de véhicules terrestres sans pilote, l'unité Abakartia, du 2e corps de la Garde nationale d'Ukraine, identifiée sous le nom de Matamatik. La communication électronique avec les drones terrestres est l'une des principales limites de cette technologie, avec la mécanique. Le fonctionnement du canon pose des problèmes que l'intelligence artificielle ne peut actuellement résoudre. Une cartouche coincée requiert l'intervention humaine pour débloquer le drone, qui reste inutilisable jusque-là. Bien que les ingénieurs aient commencé à installer des systèmes de rechargement à distance sur certains drones terrestres ukrainiens pour réduire le risque, pour l'instant, une préparation méticuleuse des armes avant le combat reste la seule solution pour les autres. Quant à la mitrailleuse elle-même, le choix est en grande partie dicté par la disponibilité des munitions. Le choix le plus courant est la Browning M2 fabriquée aux États-Unis, chambrée pour des munitions calibre 50 BMG. Celles-ci sont régulièrement fournies par les partenaires de Kiev, au point qu'elles sont plus répandues parmi les forces armées ukrainiennes que les stocks d'armes de l'époque soviétique dont l'Ukraine a hérité lors de son indépendance. Le calibre lourd de la M2 impose une tourelle renforcée et des amortisseurs rigides pour le recul, mais elle est prisée pour sa portée et sa capacité de pénétration du blindage. Cependant, lorsque ces armes de 12,7 mm viennent à manquer, l'Ukraine a également pris l'habitude de monter des mitrailleuses de 7,62 mm comme la PKM russe ou la M240 belge. L'Ukraine utilise également parfois des mitrailleuses de chars PKMT russes, qui sont souvent récupérées sur des véhicules blindés endommagés. En plus de la puissance destructrice de ces mitrailleuses lourdes, elles ont également un impact psychologique important sur les forces de première ligne russes. Poritsky résume la situation. Quand l'ennemi entend une mitrailleuse de gros calibre, il pense immédiatement qu'un équipement lourd est à proximité.
Ils se rendent compte qu'aucun soldat ordinaire ne pourrait porter une arme de 50 kg. Si des unités ennemies se cachent dans les bâtiments, elles deviennent nerveuses, sachant qu'elles seront anéanties et doivent fuir. Lors des interceptions, nos combattants ont entendu l'ennemi signaler « De gros véhicules blindés nous attaquent », alors qu'il ne s'agissait que d'un robot terrestre camouflé frappant les cibles. Comme mentionné précédemment, les lance-grenades automatiques sont un autre système d'armes parfaitement adapté à l'utilisation sur des véhicules terrestres sans pilote. Contrairement aux mitrailleuses, ils peuvent toucher des cibles depuis des positions couvertes, en tirant au-delà de leur ligne de mire. Cependant, l'intégration de lance-grenades est plus complexe que l'installation de mitrailleuses, en raison de leur poids et de leur recul. Le MK-19 fabriqué aux États-Unis pèse 35,2 kg, soit presque le double des 30 et 1 kg de l'AGS-17 soviétique. Le recul de ces lanceurs lourds peut déstabiliser les plateformes plus légères, donc les robots terrestres qui les utilisent nécessitent des moteurs électriques puissants et des actionneurs robustes. De plus, tirer en mouvement nécessite des systèmes de stabilisation pour compenser les vibrations. Et selon Makar, aucun module de lance-grenades automatique actuellement sur le marché ne possède cette capacité. Et ce n'est pas seulement la physique du robot qui lui donne un avantage. Le logiciel utilisé dans les tourelles de lance-grenades ukrainiennes leur confère également certains avantages par rapport aux lance-grenades opérées par des humains. Le logiciel, comme le module WAL-40 couramment utilisé, réagit plus rapidement qu'un opérateur humain, en calculant automatiquement l'angle d'élévation du canon nécessaire pour atteindre une cible. Makar déclare « La tourelle peut être positionnée dans une zone boisée ou en terrain découvert, tandis que le soldat reste à couvert et la contrôle à distance. Pour les lance-grenades, le système permet de mémoriser entre 10 et 15 cibles. Vous pouvez définir les limites d'une zone boisée. Et si de l'infanterie s'y déplace, la tourelle engagera indépendamment les cibles dans cette zone selon un schéma en zigzag. Cela simplifie vraiment la visée. Une fois que la tourelle est en position, vous entrez les coordonnées et elle verrouille la cible en une fraction de seconde et tire avec précision. Parce que les opérateurs d'UGV ne peuvent pas voir directement une cible au-delà de la ligne de vue, la plateforme et la tourelle s'appuient sur un système complexe de 4 à 5 capteurs, comprenant des boussoles, des gyroscopes et des antennes GPS. Si le GPS est brouillé, le système le détecte et passe à des méthodes alternatives pour déterminer sa position. Cependant, il reste encore quelques problèmes sérieux à surmonter. Comme pour les mitrailleuses, l'alimentation en munitions est l'unité la plus complexe mécaniquement sur les UGV lance-grenades, et il n'existe actuellement aucune technologie largement disponible pour le remplacement automatique des boîtes de grenades. Cela implique d'envoyer des humains pour réparer ou récupérer les UGV en cas d'enrayage. La vibration est également un problème, même sur les plateformes plus grandes qui peuvent supporter le poids et le recul des lance-grenades lourds. Les vibrations desserrent les boulons et endommagent l'électronique. Donc, après chaque mission, les équipes doivent inspecter l'équipement et sécuriser méticuleusement toutes les connexions. Mais en dehors de ces problèmes techniques, que les ingénieurs ukrainiens surmontent progressivement, on peut dire que le plus grand défi auquel l'Ukraine est confrontée pour déployer des UGV de combat à grande échelle, ce sont les tactiques. Essentiellement, coordonner des opérations avec des forces sans pilote, seules ou en combinaison avec des forces humaines, est une toute autre affaire que de coordonner des attaques uniquement humaines, et l'Ukraine est obligée de résoudre ce problème en temps réel sur le terrain. Bien que les premières expériences avec des systèmes sans pilote télécommandés remontent au début du XXe siècle, et que les drones soient un phénomène en croissance depuis des décennies, la guerre en Ukraine est vraiment la première fois que les UGV sont utilisés à une telle échelle. Il n'existe aucune doctrine militaire établie, en Ukraine ou ailleurs, permettant de dégager les meilleures pratiques. Les troupes ukrainiennes affirment que les procédures de planification de combat d'infanterie s'appliquent aux robots, mais qu'il est plus difficile de coordonner une attaque avec eux qu'avec des forces humaines seules. Dans une certaine mesure, selon Matamartic, c'est un problème de commandement et de contrôle. En raison de la nouveauté de la technologie, l'état-major déploie les véhicules terrestres de combat sans équipage, sans toujours considérer leurs limites techniques. Des experts en véhicules terrestres sans équipage sont nécessaires pour adapter les missions aux capacités des machines, rendant la planification plus complexe et exigeant des officiers plus qualifiés. Ainsi, pendant cette période où les équipages comme les commandants acquièrent directement l'expertise et l'expérience nécessaires, la coordination des robots lors d'assauts rapides continuera probablement de représenter une courbe d'apprentissage assez abrupte. Cependant, des progrès rapides sont réalisés. Comme l'indique Matamartic, chaque unité a des expériences et points de vue différents,
rendant difficile une normalisation rapide. Tout faire d'un coup est impossible. Mais je pense que d'ici l'année prochaine, cela va s'accélérer et nous aurons une compréhension claire des normes. Qui utilise des drones terrestres? Où et comment? Selon lui, les robots de combat terrestres opèrent déjà à plus d'1,5 km des positions ennemies et montrent leur plus grande valeur lors des opérations défensives. Ils soutiennent ou remplacent l'infanterie, aidant à tenir les positions avec moins de personnel et réduisant le risque pour les soldats. Disposés en couches, les drones terrestres armés forment un dispositif de tir dense et difficile à percer. Les grandes plateformes sont généralement positionnées sur la 2e ou la 3e ligne par rapport à la zone de combat immédiate afin de les protéger des drones FPV russes, qui représentent la principale menace pour elles. Enfouis dans ces positions, ils servent de point d'observation et de tir à distance. Ils peuvent rester des jours sans nourriture, eau, sommeil ou pause toilette, tout en détectant et suivant automatiquement les cibles. Ainsi, un seul opérateur peut contrôler 3 à 4 secteurs à la fois depuis un abri sécurisé. Cependant, alors que de telles tactiques défensives pour les UGV sont désormais bien établies, les tactiques pour les attaques de robots sont encore en train de se développer. Les opérations offensives sont bien plus complexes que les opérations défensives. Pour l'instant, leur rôle le plus efficace est lors des opérations de reconnaissance en force, où les robots avancent, sans personnel, pour attirer les tirs ennemis. Lors de l'assaut, ils servent de boucliers mobiles ou d'éléments d'escorte, clouant l'ennemi sur place. Macar en donne un exemple révélateur. Nous avons organisé une opération avec des robots terrestres, assurant le appui-feu principal pour le groupe d'assaut. L'organisation était complète. 2 robots kamikazes transportant des mines. Mon 90, un module de combat armé d'un lance-grenade MK-19 et une plateforme d'évacuation. Le premier robot kamikaze a fait exploser la position ennemie avant le début de l'assaut. Le deuxième s'est déplacé parallèlement à l'infanterie à travers le champ et, sur ordre, a attaqué l'ennemi aux coordonnées fournies pendant le combat. Le module de lance-grenade a fourni une couverture en terrain découvert pendant que nos gaz avançaient. Le robot a tiré toute sa charge de munitions avec précision sur la cible. Malheureusement, nous avons perdu un soldat à cause d'un tir d'artillerie. Dès que la zone a été sécurisée, le robot logistique est intervenu et a évacué le corps. Cet exemple prouve que les robots sont capables de soutenir efficacement les assauts, de détruire les fortifications et les effectifs ennemis avant le début du combat rapproché. Dans un autre exemple célèbre, un robot kamikaze a forcé les combattants russes à se rendre en menaçant de faire exploser leur position. L'Ukraine introduit maintenant des plateformes de combat plus puissantes, transportant plus de munitions et des modules plus lourds, fonctionnant davantage comme des véhicules de combat d'infanterie que de simples fantassins équipés d'armes. Ces robots lourds incluent les modèles mentionnés précédemment, Protector et T-Sept Sense Browning, tous deux capables de transporter environ 700 kg, ainsi que le Vatag, qui peut transporter jusqu'à 2000 kg. Le T-Sept Sense Browning est équipé de 2 mitrailleuses, une Browning M2 de 12,7 mm et une PKT de 7,62 mm. Le Vatag a été développé pour le canon Bushmaster de 25 mm, le même que celui utilisé par le véhicule de combat d'infanterie Bradley fabriqué aux États-Unis. Son concepteur affirme que le châssis peut même transporter une charge complète de 40 roquettes pour les systèmes de lance-roquettes multiples grades. Mais ce n'est pas tout. Des développeurs ukrainiens conçoivent des répéteurs et plateformes pour transporter et déployer de petits drones kamikazes. Des missiles anti-chars sur véhicules terrestres sans pilote, systèmes de défense aérienne portables, canons automatiques et lance-roquettes lance-flammes. Une armée de robots totalement automatisée reste lointaine, mais les véhicules terrestres sans pilote aident déjà à rééquilibrer les effectifs pour l'Ukraine. Comme le dit Poritsky, nous n'avons pas assez de monde. Les Russes envoient leurs hommes à l'abattoir. Nous envoyons des robots à la casse. Nous attaquons avec eux, les perdons. Mais échangeons argent et métal contre les effectifs ennemis. Avec la Russie et plusieurs autres pays investissant rapidement dans les drones terrestres, d'importants progrès devraient émerger bientôt dans ce domaine. Découvrez cette vidéo sur l'armée de robots de l'Ukraine que nous avons récemment réalisée. Bien sûr, nous resterons à l'affût des développements. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé.